Les astronautes d'Apollo nous ont menti. Ni la science, ni la Lune. Ils ont menti sur ce qui se trouvait réellement là-haut. Pendant des décennies, les hommes qui ont orbité autour de la Lune et marché sur sa surface sont rentrés chez eux et ont décrit, dans un langage militaire précis et mesuré, un monde gris et mort. Une pièce de musée, géologiquement simple, parfaitement comprise. Les données leur ont donné raison. Des milliers de photographies, d'analyses spectrales, de relevés topographiques, tout cela converge vers la même conclusion. La Lune est un endroit calme et prévisible, où rien ne s'est passé depuis 3 milliards d'années, et où rien ne se passera pendant encore 3 milliards d'années. Ils ne mentaient pas intentionnellement. Ils répétaient ce que leurs instruments leur indiquaient, ce que la culture du programme attendait d'eux, et ce que 50 ans de missions orbitales robotisées semblaient confirmer. Mais le 6 avril 2026, 4 astronautes ont survolé la surface terrestre à moins de 6400 mètres à bord du vaisseau spatial Orion et ont immédiatement commencé à observer des choses qui ne correspondaient pas. Des couleurs qui n'auraient pas dû être là. Une topographie que les photographies n'avaient absolument pas réussi à retranscrire. Des éclairs de lumière sur la surface obscure ont littéralement fait hurler les scientifiques de Houston. Et une figure tourbillonnante, lumineuse, visible depuis la Terre, avec un télescope de jardin, qui, après 4 siècles d'observation, n'a toujours pas d'explication confirmée. L'équipage d'Artemis II n'a pas seulement survolé la Lune. Ils l'ont démasqué dans un mensonge que toutes les missions précédentes avaient manqué. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont passé 7 heures à faire le tour de la Lune, à bord du vaisseau spatial, Orion baptisé Integrity par l'équipage. Ils transportaient une flotte d'appareils photo Nikon, une paire de lunettes d'éclipse et environ 2 ans de formation géologique, grâce à David Kring, un planétologue qui avait passé des décennies à étudier la surface lunaire à partir de photographies. Kring les avait entraînés à rechercher des caractéristiques spécifiques, des dégradés de couleurs spécifiques, des indices structurels spécifiques que les caméras orbitales peuvent capturer, mais ne peuvent pas interpréter de la même manière qu'un œil humain entraîné. Cette distinction est plus importante que vous ne le pensez. Une caméra enregistre la lumière. Un cerveau relié à une paire de yeux remarque quand quelque chose ne va pas. L'équipe travaillait par roulement. L'espace entre les hublots étant limité dans la capsule Orion, seuls 2 astronautes pouvaient observer simultanément. Ils tournèrent donc par paire, chaque équipe passant entre 55 et 85 minutes aux fenêtres avant d'échanger avec l'autre paire qui avait fait de l'exercice ou travaillé sur d'autres tâches. C'était un travail méticuleux et peu glamour. Le genre de choses qui ne fait pas les gros titres, mais qui détermine si la science est utilisable. L'un des premiers objectifs sur leur liste d'observation était le bassin oriental. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parce qu'elle se situe exactement à la frontière entre la face visible et la face cachée de la Lune, dans une position où il est presque impossible de la voir clairement depuis la Terre. Les astronautes d'Apollo ont aperçu son bord extérieur. Des fragments d'une structure annulaire trop grand pour être absorbés par leur trajectoire de vol. Aucun être humain n'avait jamais vu l'intégralité de la chose. Oriental mesure près de 600 mètres de large. Il s'est formé il y a 3,8 milliards d'années, lorsqu'un objet massif, probablement un astéroïde de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, a percuté la surface lunaire, avec suffisamment d'énergie pour liquéfier la roche sur des centaines de kilomètres de profondeur. L'impact a traversé la croûte et créé un bassin à anneaux multiples, d'une précision géométrique telle que les scientifiques l'ont surnommé le Grand Canyon de la Lune. Vue de l'orbite, la chaîne de montagnes concentriques ressemble à une cible gravée dans la pierre. Les sages ont décrit l'anneau le plus intérieur, la structure annulaire qui définit le centre du bassin, comme ressemblant à une paire de lèvres ou à un baiser sur la face cachée de la Lune. Puis il s'arrêta et se corrigea. C'était beaucoup plus circulaire que ce dont il se souvenait des images d'entraînement. La partie nord était plus large et plus sombre. La partie sud était plus claire. Les proportions, la symétrie, échelle même, rien de tout cela ne se traduisait correctement des photographies plates à la réalité tridimensionnelle,
vu par une fenêtre à 6400 km de distance. Ce problème s'est répété tout au long du survol. Hansen, l'astronaute canadien, l'a exprimé le plus directement après la mission. Ce qui l'a le plus choqué, c'est la tridimensionnalité de la Lune. Sur papier, sur les écrans, dans toutes les simulations qu'ils avaient effectuées, la surface ressemblait à ce qu'elle est techniquement. Une sphère recouverte de cratères. En personne, depuis le point de vue d'un vaisseau spatial se déplaçant dans l'espace lunaire, les changements d'altitude sont ressentis différemment. Kring, qui écoutait depuis la salle d'évaluation scientifique du Centre spatial Johnson à Houston, essayait depuis des années de faire passer ce message précis. Les différences d'altitude près du pôle sud lunaire sont supérieures à la hauteur du mont Everest sur Terre. Les images plates sur des écrans plats ne peuvent pas transmettre cela. Il pouvait entendre Victor Glover enfin comprendre. Glover, quant à lui, n'arrêtait pas de parler de Terminator. Pas le film. Le Terminator est la ligne qui sépare la moitié éclairée de la Lune de la moitié dans l'ombre, la frontière entre le jour et la nuit lunaire. Dans cette optique, la lumière du Soleil frappe la surface à un angle si faible que chaque bosse, chaque crête, chaque rebord de cratère projette une ombre 10 ou 20 fois plus haute que la sienne. Glover a qualifié cet éclairage de chose la plus robuste qu'il ait jamais vue. Il décrivait des îlots de lumière entourés de vallées, qui ressemblaient à des trous noirs, des zones de terrain si profondément ombragées qu'elles semblaient totalement absentes de la surface. Kelsey Young, responsable scientifique de la mission lunaire, lui a expliqué par la suite que ces observations, la façon dont il décrivait l'interaction entre la lumière, la profondeur et la structure, étaient exactement le genre de choses que les yeux humains apportent et qu'aucune caméra ne peut reproduire à elle seule. La raison tient au fonctionnement de l'observation experte. Une caméra capture la lumière réfléchie à des longueurs d'onde fixes. Il enregistre la luminosité et la couleur dans les limites de son capteur. Un cerveau humain connecté à des yeux, qui ont passé des mois à apprendre à reconnaître l'apparence de minéraux spécifiques sous des conditions d'éclairage particulières, produit un résultat fondamentalement différent. Il se compare. Il détecte lorsqu'une nuance de brun vire légèrement au bleu dans une section de la paroi d'un cratère. Il détecte que le fond d'un lavabo a une teinte différente de celle de son rebord. Il capte des variations subtiles qu'un capteur numérique enregistre comme du bruit. Young a expliqué la différence à l'aide d'une analogie avec un bac à sable. Éclairez directement le dessus d'un bac à sable avec une lampe torche et vous verrez la couleur du sable. Déplacez la lampe torche sur le côté et vous perdrez complètement la couleur. Mais maintenant, vous pouvez voir chaque ride et chaque crête à la surface. L'équipage d'Artemis II a pu observer les deux effets successivement, tandis que le vaisseau spatial survolait la zone, découvrant le même terrain sous des angles d'éclairage changeants et captant des détails de couleur et de topographie qui n'avaient jamais été observés ensemble par l'œil humain. Les couleurs qu'ils ont décrites n'étaient pas celles attendues. L'équipage a décrit des nuances de brun et de vert sur la face visible de la Lune, ainsi que des variations de couleurs distinctes sur les parois des cratères et les plaines de lave. Ces variations correspondent à la composition minérale. Les dépôts de fer et de titane dans le sol lunaire produisent que de subtiles variations de réflectivité, qui paraissent presque identiques sur les photographies orbitales, mais qui se distinguent par des teintes différentes lorsqu'on les observe directement. Les astronautes effectuaient en réalité un travail de terrain géologique à 6400 km d'altitude, repérant des limites minérales que les orbiteurs avaient laissé entrevoir, mais jamais confirmées avec une telle précision. Il y avait ensuite Rina Gamma. Rina Gamma est l'un des phénomènes les plus étranges jamais observés sur un corps du système solaire, et elle figurait sur la liste d'observation de l'équipage précisément parce que personne ne comprend ce que c'est. Il se trouve dans Oceanana Pro-Arum, du côté le plus proche. Un motif tourbillonnant et lumineux s'étendait sur environ 60 km d'une plaine basaltique, par ailleurs sombre. Observé pour la première fois grâce à des télescopes primitifs dans les années 1600. Il avait initialement été identifié à tort comme un cratère. Des observations détaillées depuis l'orbite ont finalement prouvé qu'il ne projette aucune ombre. Il n'a aucune topographie. Il est complètement plat.
Le motif tourbillonnant est purement dû à l'albédo, à une différence dans la quantité de lumière réfléchie par la surface, qui se manifeste sur un terrain par ailleurs physiquement identique à son environnement. Ce qui rend Rhinogamma véritablement étrange, c'est ce qui se cache en dessous. Ce tourbillon est associé à une anomalie magnétique, une poche de roche magnétisée dans la croûte lunaire, qui génère un champ magnétique localisé suffisamment puissant pour former une magnétosphère miniature s'étendant sur 369 km à la surface. La Lune ne possède pas de champ magnétique global. Elle a perdu cela il y a des milliards d'années, lorsque son noyau s'est refroidi. Mais, dispersés dans la croûte, il subsiste ses vestiges. Des champs magnétiques fossiles, emprisonnés dans des roches qui se sont solidifiés lorsque la Lune possédait encore une dynamo fonctionnelle. Le champ magnétique de poche de Rhinogamma est suffisamment puissant pour dévier les particules du vent solaire incident. Et la théorie principale est que cette déviation est précisément ce qui a créé le tourbillon. Le vent solaire, ce flux constant de particules chargées provenant du Soleil, assombrit lentement le sol lunaire, exposé sur des centaines de millions d'années, grâce à un processus appelé altération spatiale. Là où le champ magnétique protège la surface, le sol reste clair. Là où le champ présente des lacunes ou des aspérités, les particules du vent solaire se concentrent et assombrissent le sol, encore plus rapidement que la normale. Il en résulte un motif de bandes claires et sombres, qui épouse la forme du champ magnétique lui-même, comme une marque de bronzage sur une peau partiellement recouverte d'un morceau de tissu de forme étrange. Sauf que ça ne fonctionne pas complètement. L'anomalie magnétique ne correspond pas parfaitement aux structures géologiques environnantes. Contrairement à des formations similaires présentes sur d'autres parties de la Lune, situées à l'opposé des principaux bassins d'impact, Rhinogamma ne présente aucune origine liée à un impact. Une hypothèse suggère qu'une comète a percuté la surface et l'a magnétisée d'une manière ou d'une autre lors de la collision. Une autre hypothèse suggère la présence d'un disque elliptique enfoui sous la surface, uniformément magnétisé, probablement issu d'un impact extrêmement oblique qui aurait frôlé la Lune selon un angle faible. Une troisième théorie propose que les fines particules de poussière soulevées par les impacts de micrométéorites aient été triées par le champ magnétique local pour former le motif tourbillonnant brillant. Aucune de ces hypothèses n'a été confirmée. Une future mission appelée Luna Vertex, dirigée par le laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, prévoit d'atterrir directement sur Rhinogamma et d'y faire circuler un rover afin de mesurer le champ magnétique et les propriétés du sol au niveau du sol. En attendant le décollage de cette mission, Rhinogamma reste l'une des véritables énigmes lunaires non résolues. L'équipage d'Artemis II l'a observé lors de son survol de la face la plus proche, remarquant sa luminosité sur le fond de la mare environnante. Leurs photographies et observations de couleurs seront comparées aux données orbitales, afin de déterminer si la détection à l'œil nu révèle des gradients ou des limites que les instruments n'ont pas détectées. Il s'agit d'un point de données parmi d'autres dans une enquête beaucoup plus vaste, mais c'est la première fois depuis plus d'un demi-siècle que des observateurs humains qualifiés examinent Rhinogamma depuis l'espace lunaire, et la première fois que quelqu'un l'observe dans le but précis de cartographier les variations de couleur et d'albédo à cette résolution. À mi-chemin du survol, la Lune est passée entre le vaisseau spatial et le Soleil. Du point de vue de l'équipage, le Soleil a glissé derrière le disque lunaire et a disparu. La couronne solaire, l'atmosphère la plus externe du Soleil, s'épanouissait autour du bord de la Lune, en un anneau de lumière blanche fantomatique. Depuis la Terre, une éclipse solaire totale dure quelques minutes tout au plus, car la Lune et le Soleil apparaissent presque exactement de la même taille dans le ciel. À 6400 km derrière la Lune, la géométrie est complètement différente. La Lune était suffisamment proche et assez grande pour bloquer le Soleil pendant près de 54 minutes, soit presque 1 heure de totalité. Aucun être humain n'avait jamais observé d'éclipse solaire depuis ce point d'observation. L'équipage a enfilé des lunettes d'éclipse pendant les phases partielles, devenant ainsi les premiers à utiliser des lunettes d'observation d'éclipse sur la Lune. Une fois la totalité atteinte, ils ont retiré leurs lunettes et ont regardé directement la scène. Les sages l'ont qualifiée d'expérience absolument spectaculaire et magnifique.
Les photographies qu'ils ont prises, pendant la totalité, montrent le disque lunaire sombre entouré d'un halo lumineux. La communauté scientifique de la NASA poursuit ses investigations sur ce halo. On supposait initialement qu'il s'agissait de la couronne solaire, mais une analyse préliminaire suggère qu'elle pourrait inclure des contributions de la lumière zodiacale, la faible lueur causée par la diffusion de la lumière solaire par les particules de poussière interplanétaires réparties dans le plan du système solaire. La distinction entre les deux, à partir de ces images, pourrait fournir des données sur la distribution de la poussière dans le système solaire interne. Une mesure extrêmement difficile à effectuer depuis la surface de la Terre. Des étoiles sont apparues. Vénus, Mars, Saturne, Mercure, toutes visibles aux côtés de la couronne, normalement masquées par la luminosité du Soleil, mais qui étaient maintenant la seule source de lumière directe. La lumière terrestre illuminait la face visible de la surface lunaire d'une pâle lueur réfléchie. La lumière du Soleil se réfléchit sur notre planète et atterrit en douceur sur la Lune. Glover a comparé les filaments solaires rayonnants de la couronne aux projecteurs situés au sommet de l'hôtel Luxor à Las Vegas, avant de se rétracter aussitôt. On dirait ce que ça veut devenir en grandissant. Et puis, dans l'obscurité, la Lune s'est mise à scintiller. À 6 reprises durant l'éclipse, l'équipage a aperçu de brefs points de lumière blanche à blanc bleuâtre apparaître sur la surface lunaire plongée dans l'obscurité. Chaque éclair durait moins d'une milliseconde. Les sages disaient qu'ils étaient aussi rapides que l'ouverture et la fermeture d'un obturateur d'appareil photo. Ces éclairs étaient dus à des impacts de météorites. De petites roches plus grosses que de la poussière, mais plus petites qu'un rocher, qui s'écrasent sur la surface à des dizaines de milliers de kilomètres par heure et se vaporisent au contact. Sur Terre, les objets de cette taille se consument dans l'atmosphère bien avant d'atteindre le sol. Sur la Lune, rien ne les ralentit. Chaque particule qui s'approche de la surface arrive à pleine vitesse et laisse une trace indélébile. Dans la salle d'évaluation scientifique du Centre spatial Johnson, la réaction fut immédiate. Kelsey Young a rapporté avoir entendu des cris de joie parmi les scientifiques qui surveillaient les observations de l'équipage. Ils ne s'attendaient pas à ce que les astronautes observent autant d'impacts. L'équipage avait été formé pour les repérer, informé de ce qu'ils pourraient voir, mais on ne s'attendait qu'à 1 ou 2 éclairs, si la chance leur souriait. 6 étaient extraordinaires. Jenny Gibbons, l'astronaute remplaçante de la mission, a déclaré aux journalistes que les éclairs d'impact sont quelque chose que nous n'avons pas souvent observé et que 4 ou 5 observations étaient exceptionnelles pour une seule période d'observation. Les implications sont pratiques et pas seulement scientifiques. Si la NASA a l'intention de construire une base permanente à la surface lunaire, ce qui est l'objectif affiché du programme Artemis, alors la fréquence et la distribution de la taille des météoroïdes qui arrivent sur la Lune revêtent une importance capitale. Sur Terre, l'atmosphère forme un bouclier qui désintègre les petits objets impacteurs avant qu'ils ne deviennent une menace. La Lune ne possède pas un tel bouclier. Une pierre de la taille d'une bille, se déplaçant à 64 000 km/h, possède suffisamment d'énergie cinétique pour perforer la paroi d'un habitat. Peter Schultz, professeur de sciences géologiques à l'université Brown, a déclaré après la mission que les observations d'Artemis II montrent que le flux quotidien de météores devrait être surveillé de plus près avant l'établissement d'une base lunaire. Comprendre le taux d'impact, la gamme de taille des objets et la répartition géographique des impacts n'est pas de la science abstraite. Ce sont des données d'ingénierie pour sauver des vies. Les équipes au sol de la NASA travaillent actuellement à corréler les observations visuelles de l'équipage avec les données de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter qui orbitait autour de la Lune, au même moment. Avant le lancement, la NASA avait également invité des citoyens scientifiques du monde entier à surveiller la Lune avec des télescopes amateurs et à enregistrer tous les flashs d'impact qu'ils apercevraient, précisément pour que ces observations terrestres puissent être comparées à ce que l'équipage a vu de l'autre côté. Le recoupement de ces ensembles de données, observations humaines à 4000 km, caméras robotisées à 100 km et télescopes amateurs à 240 000 mètres, permettra de dresser le tableau le plus complet de l'activité d'impact lunaire jamais constituée à partir d'une seule fenêtre d'observation.
L'équipage a également photographié la région du pôle Sud en détail. C'est important car le pôle Sud est l'endroit où la NASA souhaite faire atterrir ses astronautes lors des futures missions Artemis. La région est parsemée de cratères, constamment plongés dans l'ombre, que l'on pense contenir de la glace d'eau, une ressource qui pourrait être essentielle à une présence humaine durable. Elle est également beaucoup plus accidentée et dangereuse que les régions équatoriales où ont atterri les astronautes d'Apollo. Les photographies du terrain du pôle Sud prises par Artemis 2, sous des angles et dans des conditions d'éclairage que les caméras orbitales ne capturent pas toujours, aideront les planificateurs à évaluer les sites d'atterrissage potentiels, avec un niveau de contexte que les données seules ne peuvent pas fournir. Au nord-ouest d'Oriental, l'équipage a observé le bassin de Hertzsprung, un cratère de près de 400 000 mètres de large sur le côté opposé. Hertzsprung est plus ancien qu'Oriental, et cela se voit dans sa structure. Alors que les anneaux d'Orient sont nets et géométriquement purs, ceux de Hertzsprung ont été abîmés et érodés par des milliards d'années d'impacts successifs. Sa double ceinture de montagnes est encore visible mais dégradée, adoucie, percée par endroits par de nouveaux cratères qui se sont formés sur l'ancienne blessure. En comparant les deux bassins côte à côte, en observant l'un jeune et bien préservé et l'autre ancien et abîmé, les scientifiques peuvent commencer à reconstituer l'évolution des caractéristiques lunaires sur des échelles de temps géologiques. Les photographies prises par l'équipage, montrant les anneaux concentriques de Hertzsprung sous un éclairage rasant qui met en évidence la topographie usée, figurent parmi les premières observations humaines directes de cette structure. Du côté le plus proche, avant que le vaisseau spatial ne pivote vers le côté opposé. L'équipage a également observé le cratère Glushko, un site d'impact brillant de 27 mètres de large, connu pour les traînées blanches qui rayonnent à partir de celui-ci, sur une distance allant jusqu'à 500 mètres à travers la surface sombre de Mars. Ces rayons sont des éjecteurs, des matériaux projetés vers l'extérieur lors de l'impact et déposés en longues traînées qui n'ont pas encore été obscurcis par l'altération spatiale. Leur luminosité indique aux scientifiques que le cratère est relativement jeune selon les normes lunaires. Même si sur la Lune, jeune signifie tout de même des dizaines ou des centaines de millions d'années. Durant toute la période d'observation, l'équipage a également recherché des escarpements peu marqués, de faibles crêtes en surface qui sont l'expression visible de failles tectoniques. Ces failles se sont formées relativement récemment à l'échelle géologique, provoquées par le refroidissement lent de l'intérieur de la Lune et la contraction de l'ensemble du corps, à l'image d'un fruit qui sèche. Ces escarpements sont des sources potentielles de séismes lunaires, et il est essentiel de comprendre où ils se situent et à quel point ils pourraient être actifs pour décider où construire des structures qui doivent résister pendant des années, voire des décennies. La période d'observation s'est terminée 7 heures après son ouverture. L'équipe a rangé ses caméras et a entamé le voyage de retour. Ils emportaient avec eux environ 10 000 photographies, des heures de description verbale enregistrées et un ensemble d'observations que les scientifiques du Centre spatial Johnson sont encore en train d'analyser des semaines plus tard. Le survol n'a pas nécessité d'atterrissage. Personne ne marchait à la surface. Personne n'a ramassé de pierres. Personne n'a planté de drapeau. Ce qu'a fait l'équipe d'Ares 2 était plus discret et à certains égards plus important. Ils ont examiné attentivement et systématiquement, avec des yeux exercés et des instruments calibrés. Ils regardèrent de la Lune comme un géologue regarde un affleurement rocheux. Non pas pour l'ensemble, mais pour les détails qui détonnent, les couleurs qui changent là où elles ne devraient pas, les ombres qui révèlent ce que cachent les images plates. Ces éclairs de lumière qui vous indiquent que la surface est constamment assaillie par des objets que vous ne pouvez pas voir avant qu'ils ne la percutent. Pendant 53 ans, nous avons étudié la Lune à travers des écrans. Nous l'avons analysée à l'aide d'algorithmes. Nous l'avons cartographiée à l'aide de lasers, de radars et de spectroscopes. Et nous avons construit un modèle d'un monde calme, prévisible et parfaitement compris. L'équipage d'Artemis 2 a passé 7 heures à prouver que ce modèle est incomplet. Les couleurs sont incorrectes, ou du moins plus complexes que ce que notre instrument a suggéré. La topographie est plus spectaculaire que ne le laissent paraître les photographies.
La surface est remodelée par des impacts plus fréquemment que prévu. Et l'une des caractéristiques les plus visibles du côté le plus proche, un tourbillon lumineux que l'on peut apercevoir depuis son jardin avec un bon télescope, demeure un véritable mystère que personne ne peut expliquer. La Lune est l'objet le plus proche de nous dans l'espace. Il se trouve à 240 000 millimètres. Nous le contemplons depuis bien avant que nous soyons humains. Et après tout ce temps, après toutes ces missions et toutes ces données, 4 personnes se sont rendues sur place avec des caméras et leurs propres yeux. Et la première chose qu'ils ont remarqué, c'est à quel point nous avions manqué. Les photographies sont encore en cours de traitement. 10 000 images, dont la plupart n'ont pas encore été diffusées au public. Les descriptions verbales transmises par radio par l'équipage pendant le survol sont en cours de transcription et de recoupement avec les données orbitales. Les observations des éclairs d'impact sont comparées aux données des orbiteurs de reconnaissance lunaire et aux enregistrements de sciences participatives provenant de télescopes amateurs du monde entier. Il faudra des mois, voire des années, pour analyser pleinement ce que 7 heures d'observation humaine ont permis de produire. Et lorsque Artemis 3 déposera des astronautes à la surface, ces équipages emporteront avec eux chaque leçon, chaque donnée et chaque découverte inattendue que l'équipage d'Artemis 2 aura rapporté de son survol. Non pas comme souvenir, mais comme information de survie. Nous pensions connaître la Lune. Nous avions les données pour le prouver. Il s'avère que les données n'étaient qu'une ébauche. Merci d'avoir regardé et à bientôt.